Alors voilà comment la question se pose. Et au CNRS d'Aix-Marseille, où j'ai travaillé avec Jean-Claude Fady, avec une bonne équipe de recherche, d'éthologie, le dispositif expérimental était le suivant. Un grand espace dans la campagne d'Aix, près de Marseille, et les singes, un enclos très très grand, c'est presque un simulacre de milieu naturel, tellement c'était un grand espace dans la campagne, et les singes n'étaient pas vraiment, ils étaient limités, mais ils n'étaient pas en prison. Alors que, donc, le premier jour, vous avez à votre gauche, là, vous avez un chercheur du CNRS, on dit FNRS en belge, en langue belge, hein. Et donc, vous avez un chercheur scientifique, il rentre dans le grand espace, et de l'autre côté, il y a une malle, et les singes ne peuvent pas faire tourner, ils n'ont pas ce mouvement de pronosupination. Ils peuvent attraper, ils peuvent pincer, mais ils peuvent pas, ils n'ont pas les muscles pour tout. Donc même si on leur donne une clé, ils ne pourront pas ouvrir la serrure, hein, parce qu'ils font que ça, ils ne savent pas faire ça. La pronosupination, qui n'apparaît chez nos enfants que vers 12 mois. Ça apparaît très tard. Et les enfants, vous avez remarqué que les bébés, ils prennent comme ça. Et c'est seulement à l'âge de 12 mois qu'ils deviennent capables de faire ce mouvement. Donc, il rentre, il voit la malle de l'autre côté, il traverse l'espace, il ouvre la malle et il sort de la malle des morceaux de banane et des raisins secs qu'il distribue aux singes. Le deuxième jour, il rentre et la malle est de l'autre côté. Et écoutez bien, les singes voient que l'être humain rentre dans le grand espace et il file directement sur la malle. Déjà, ce comportement nous permet à nous de comprendre qu'ils ont compris que le chercheur va aller vers la malle et qu'ils auront des morceaux de banane et des raisins secs. Donc, ils répondent, en se dirigeant sur la malle, ils répondent à quelque chose qu'ils ne perçoivent pas. Depuis que les sciences, alors la neurologie existe depuis longtemps, mais là, depuis ces 15-20 dernières années, l'explosion des neurosciences ou des borstes, que Jean-François fréquente régulièrement à Paris, et actuellement, Stanislas Dehaene, j'ai travaillé avec son épouse, Guylaine Dehaene, qui montre vraiment, on voit fonctionner le cerveau. C'est-à-dire que on ne sait pas ce que l'être humain pense, bien sûr, mais on voit ce qui travaille. Par exemple, vous avez ici, euh, sur votre gauche, le lobe préfrontal. Vous voyez où il est, le lobe préfrontal? Attendez. C'est lorsque, lorsque quelqu'un est privé d'altérité, le lobe préfrontal s'atrophie. Il n'est pas stimulé. Donc, les neurones, au lieu de partir à la synapse arborisée et partir à la rencontre d'autres neurones pour faire un lobe préfrontal d'adulte, eh bien, les neurones préfrontaux ne sont pas stimulés, donc les synapses se couchent et on a l'impression d'une atrophie cérébrale qu'on voit sans difficulté au scanner de ville. Or, lorsqu'un être vivant, un chien, un être humain, un singe, un bébé humain, ça a été fait, cette expérience cruelle a été faite chaque fois qu'un bébé est abandonné ou chaque fois qu'un bébé est isolé, on a les mêmes altérations cérébrales, puisque quand j'ai travaillé à Montréal avec les orphelins de Duplessis, tu vois qui c'est les orphelins de Duplessis? C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont été placés aussi en isolement sensoriel pour des raisons religieuses. Ils ont été isolés. Et ces enfants-là, quand on a fait des scanners, ils avaient tous, absolument tous, une atrophie des deux lobes préfrontaux, parce que pour que notre lobe préfrontal soit stimulé, il faut qu'il y ait une altérité. Et puis, si
le système limbique, à votre droite, l'hippocampe, est atrophié aussi. C'est facile à comprendre. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien à mettre en mémoire. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'événement. Il n'y a rien à mettre en mémoire. Et le circuit limbique de la mémoire et des émotions est atrophié. Et là, il a fallu la neuroimagerie fonctionnelle récente pour voir que, en bas et à votre gauche, l'amygdale est hypertrophiée. C'est-à-dire que quand on touche ce socle neurologique avec une tumeur, avec une hémorragie, avec un accident médical, les gens ne peuvent pas freiner l'expression de leurs émotions. Ils sont tout le temps dans des rages, des désespoirs, des haines constantes. Sauf que, dans le raisonnement que je viens de vous proposer, c'est une privation de relation qui a provoqué l'atrophie préfrontale, l'atrophie limbique, qui n'a plus freiné l'amygdale rhinencéphalique, et les jeunes, les garçons plus que les filles, ont une hypertrophie de l'amygdale rhinencéphalique. Ils sont incapables de contrôler l'expression de leurs émotions. Ce qu'on voit dans tous les pays où la délinquance, c'est un fait de garçon. Il y a des filles délinquantes, mais beaucoup moins que des garçons. Et là, on a un début d'explication. C'est que les petites filles ne réagissent pas à la privation affective ou à la frustration comme les bébés garçons. Les bébés très petits, les bébés garçons, réagissent par le passage à l'acte. Et d'ailleurs, ça continue toute leur vie parce que une jeune femme, quand elle a un chagrin, quand elle a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle téléphone à sa meilleure amie. Et puis, elle descend avec des mots, elle descend en flamme le gars qu'elle aimerait descendre en flamme avec ses petits poings. Mais elle le descend en flamme avec des mots. Mais donc, elle se protège mieux par ces modes de réaction verbale que les filles maîtrisent mieux que les garçons. Les bébés filles parlent, emploient les premiers mots un peu avant les bébés garçons. Donc, ça veut dire que les filles apprennent la relation par la verbalité avant les garçons. Et à 12 ans, les évaluations neuropsychologiques, je crois que Dors a travaillé sur la maturation neuropsychologique des enfants de 12 ans. Enfin, chez moi, j'ai des tas de publications. Et puis quand j'étais praticien, et puis même dans la salle, on voit bien, une petite fille de 12 ans, sur le plan neuropsychologique, a une avance neuropsychologique de 2 ans sur un garçon. Alors ça, au point de vue scolaire, c'est énorme. C'est-à-dire que, au point de vue scolaire, c'est énorme. C'est un bénéfice sur le plan scolaire, c'est pas un bénéfice sur le plan psychologique parce qu'elles prennent conscience, avant les garçons, elles prennent conscience de tas de choses, ce qui les rend plus anxieuses. Donc elles payent ce progrès en devenant plus anxieuses, alors que les garçons, arrivés au moment du bac, les filles sont des jeunes femmes qui terminaient, matures, c'est des jeunes femmes, elles savent ce qu'elles veulent. Là, je suis bonne, là, je suis pas bonne, là, ça me plaît, ça me plaît pas. Alors que à 16 et 18 ans, un garçon ne s'intéresse qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drague. Vous êtes d'accord, hein? C'est-à-dire que c'est les deux seules choses importantes. Donc, ça veut dire que les gens, les mondes mentaux ne sont déjà plus les mêmes. Ça, c'est une expérimentation que je cite souvent parce qu'elle vient de l'éthologie animale. Elle a été faite aussi à Marseille. Le bonhomme à gauche, le grand, c'est un chercheur. Et en haut et à votre droite, il y a un autre chercheur, un compère. Ils prennent deux séries d'enfants, une série d'enfants âgés de 3 ans et une autre série d'enfants âgés de 4 ans. Ils mettent un ballon dans le panier, puis en présence du chercheur compère. Et ils demandent au chercheur de partir. Pendant que le chercheur est parti,
il prend le ballon dans le panier et le cache dans le placard. Il demande au chercheur de revenir. Et on demande à la série d'enfants âgés de 3 ans où va-t-il chercher le ballon. Tous les enfants âgés de 3 ans répondent: j'ai vu, je sais que le ballon est dans le placard, donc il va chercher le ballon dans le placard. Et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que la majorité des enfants vont dire: je sais, j'ai vu que le ballon est dans le placard, donc je pense que je pense, mais lui il ne le sait pas, donc je pense qu'il va chercher le ballon dans le panier parce qu'il croit que le ballon est encore dans le panier. C'est-à-dire qu'on a une preuve expérimentale qu'il faut que l'enfant, ça rejoint la question tout à l'heure, il faut que l'enfant soit sécurisé pour qu'il éprouve le plaisir de tenter l'exploration, de se représenter le monde d'un autre. Il faut que l'enfant soit sécurisé pour être intéressé par un monde autre que le sien. Jusqu'à 3 ans, les enfants vivent dans un monde autocentré. Alors Freud disait c'est des pervers polymorphes. Alors ça c'est une expression qui a eu un grand succès, c'est-à-dire un pervers polymorphe, c'est-à-dire que l'enfant il est pervers parce qu'il n'y a pas encore d'altérité, mais à 4 ans, s'il a été bien sécurisé par son entourage, il va éprouver le plaisir de se représenter le monde d'un autre, et là, il ne sera plus pervers polymorphe, ou il le sera beaucoup moins.